développement en question. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons vous parler d'un thème très spécial, l'industrie routière, solution pour le redressement économique de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous avons comme invité ce soir, dans le cadre de ce magazine, l'ingénieur Léon Gaston Moulaba, ancien PDG de l'Office des routes. Avec lui, nous allons bien sûr voir l'importance de la route dans le cadre du développement de notre pays. Bonjour, ingénieur Gaston. Bonjour. Oui, je le disais tout à l'heure que nous allons aujourd'hui, avec vous, voir l'importance de la route dans le développement de notre pays. Mais avant tout cela, est-ce qu'à l'intention de nos téléspectateurs, voulez-vous faire un bref aperçu historique de la route congolaise? Merci beaucoup. Je vais aborder l'historique de la route, mais j'aimerais quand même parler des origines de notre pays, qui a connu 6 étapes, dont 3 étapes sont avec une vision d'économie extravertie, et les 3 autres étapes avec, à la recherche d'une économie introvertie. Les 3 premières étapes de la création de notre pays, les routes qui existaient à l'époque, c'était des sentiers bâtis par nos ancêtres, qui ont servi pour 2 préoccupations. Oui, quand vous parlez de nos ancêtres, vous parlez des colonisateurs ou nos bien ancêtres, des ancêtres congolais qui sont les premiers à tracer les routes que nous avons aujourd'hui, Okay. sous forme de sentiers, et qui ont servi pour 2 préoccupations, la traite pour les Arabes et l'évangélisation avec les anciens missionnaires. Nous avons connu aussi, avec la création de l'État indépendant du Congo, sous l'égide du roi Léopold II, il y a eu la priorité a été surtout, pas sur les routes, mais la priorité était fixée sur la voie d'eau et la voie ferrée. Pourquoi? Parce que pour faciliter l'extraversion de l'économie, il a fallu d'abord qu'ils ont eu comme principe pour construire le pays qu'il fallait normalement utiliser à fond les biefs navigables et les biefs navigables les relier avec les chemins de fer tels que vous voyez sur la carte qui est à gauche là. Ça, c'est concernant l'État indépendant du Congo. Avec tout ce qui s'est passé sur base du rapport de M. Casemate, Roger Casemate, parce qu'il y a eu l'exploitation du caoutchouc et on en a abusé par les premiers explorateurs qui ont amputé les mains des Congolais. Il y a eu ce on devait appeler à cette époque-là les génocides. Ça a entraîné à ce que Léopold II passe l'éponge à la Belgique. Et le Congo est devenu la colonie de la Belgique. Les routes ont été normalement à ce moment-là au programme parce qu'il fallait maintenant développer et instaurer l'administration. Et construire des hôpitaux, ainsi de suite, tout ce qui était social, pour essayer de corriger les erreurs du roi Léopold II. C'est ainsi qu'en 1920, les premières routes ont été construites sur base, en améliorant les sentiers battus par nos ancêtres. Parce que M. Devro, qui est le premier ingénieur qui a tracé les routes, il les a tracées par la méthode IMO, c'est-à-dire en utilisant la grande masse de la population congolaise sur base de chicottes pendant 29 ans. Oui, c'est déjà la colonie, en 1920. En 1920, oui, jusqu'en 1949, oui. Les routes ont été tracées à la main par la méthode IMO, donc de la haute intensité de la main-d'œuvre. Ce n'est qu'en 1949 qu'il y a eu le premier plan décennal, 49-59, et il y a eu l'introduction maintenant de la mécanisation dans la construction des routes, et il y a eu maintenant un programme de modernisation des routes. Les Belges en ont construit 1654 km jusqu'en 1960. Et maintenant, dans la partie après l'indépendance, la première république s'est apaisantie beaucoup sur la création des grandes écoles. Les routes étaient en veilleuse. La deuxième république en a construit 1600 km de routes bitumées. Et pour endormir 2000 vers les années 90
avec la longue transition qui en a bouffé, c'est-à-dire on a détruit plus de 2000 km. Et la Troisième République est en train de reconstituer les routes. Bien, si je vous ai bien compris, ingénieur, vous avez écrit, vous êtes en train d'écrire, et aujourd'hui, nous prenons le thème que nous avons pour ce soir, dans le cadre de ce magazine Développement en question, industrie routière, solution pour le redressement économique de notre pays. Qu'est-ce que vous entendez par là, ingénieur Moulaba? C'est simple, parce que la vision actuelle est d'introvertir l'économie. L'ancienne structure de route était axée vers la métropole, c'est-à-dire qu'il fallait favoriser l'économie extravertie. Maintenant, nous devons introvertir. Or, l'introversion de cette économie exige à ce que nous puissions réouvrir toutes les routes à l'intérieur du pays, qui est profiter de l'état d'esprit que les Congolais ont maintenant, de manière à ce que le Congo profond soit désenclavé. Et pour cela, il y a 5 couloirs économiques. Les routes qui constituent les couloirs économiques, il y en a 5. Nous avons les couloirs donc la route qui relie l'océan Atlantique au centre du pays, du centre du pays vers le sud, en allant avec Kasumbalese vers l'Afrique australe, pour aller atteindre... Est-ce qu'on peut voir ça sur les images? Oui. Sur les images, vous voyez, est-ce qu'on peut nous donner la carte routière? Oui, c'est là. Okay. Elle est là. Quand on voit vers le sud, vous voyez en noir, là, vous avez la route qui va de gauche jusqu'au centre. C'est la nationale qu'on appelle la nationale numéro 1, qui constitue le couloir numéro 1 et qui, à ce jour, a presque la totalité de financement pour l'asphaltage. Je pense d'ici 3 ans, d'ici que les gens iront facilement jusqu'à Kananga sans problème. Parce que ce qui se passe actuellement entre Chikapa et de part ou d'autre de Chikapa qu'on est en train d'asphalter, et d'ici peu, ça sera chose faite. Vous avez aussi la partie de Kananga, en passant par Mbujimai, Mweneditu, Kamina, en allant jusqu'à Lubumbashi, Kasumbalese. Ça, c'est la fin du couloir qui constitue la nationale numéro 1. Vous avez le deuxième couloir qui part de Mbujimai, qui passe par Kabinda, qui remonte vers Kasongo vers Bukavu, et qui termine jusqu'à Beni, en passant par Butembo. Ça, c'est le couloir numéro 2, dont je propose qu'on continue, parce que au lieu de s'arrêter à Beni, que ce couloir porte toujours le numéro 2, jusqu'à Bunya Mahagi. Et puis vous avez le couloir numéro 3 qui relie les grands lacs au fleuve Congo, c'est-à-dire de Bukavu à Kisangani. Vous avez le couloir numéro 4 qu'on appelle à ce jour la transafricaine. Ça prend la partie nord, ça part de Kampala, c'est-à-dire de Kasindi, Beni, et ça remonte vers Komanda, ça part par Kisangani, Buta, Bondo, jusqu'à Bangassou en République centrafricaine. Et qui a une bretelle aussi à partir de Doulia qui passe par Aketi, Bumba, Lissala, et qui passe par Gemena, Zongo. Ça, c'est la bretelle numéro 6. Vous avez aussi les couloirs qui prend Mbandaka, Inongo, et qui ressort vers Bandundu, vers Kolokoso à 16 km de Kenge. Ça, c'est la nationale numéro 9. Voilà les grands couloirs qui regorgent les couloirs économiques qui sont constitués par des routes. Or, quand je parle de routes, j'intègre aussi la portion agro-pastorale. Qu'est-ce que vous entendez par agro-pastoral, entre les routes et l'agro-pastoral? L'agro-pastoral, oui. C'est l'agriculture qui est intégrée, y compris l'agriculture, la pêche et tout ça. C'est-à-dire, quand on trace la route, il faut gérer aussi ce qu'on appelle les collatéraux. Il ne faut pas ouvrir une route pour aller seulement à une destination, mais il faudrait que tout ce qui est les dépendances de la route, y compris les collatéraux, soient gérés. Pour la gestion de ça, il faudrait normalement qu'on arrive à créer des incubateurs. Des incubateurs qui sont chargés de transformer le produit que les structures villageoises arrivent à produire. C'est de cette façon-là qu'on peut normalement booster l'économie de ces pays. Et booster l'économie du pays, cela veut dire te transformer dans l'idée qui était en 1958, qui était l'idée coloniale, arriver à transformer chaque famille villageoise à une entreprise.
Et chaque village a une coopérative villageoise. Et dans chaque groupement, comme on en a à peu près 6 000, et chaque groupement doit normalement abriter un incubateur, c'est-à-dire une industrie de transformation des produits de proximité. Et que comme à l'instar, la façon dont le Congo a été battu, parce qu'on n'invente pas la roue, il faut utiliser les possibilités que les colonialistes ont utilisées pour bâtir ce pays. Ce n'est pas pour rien que quand nous avons chanté l'hymne national en 60, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme projet de société, c'est l'hymne national qui regorge tout ce qu'on peut avoir comme projet de société viable dans ça. Parce que dans l'hymne national, qu'est-ce qu'on a? On a 6 points qu'on cite là-bas. Et quand les 6 points peuvent être combinés en 3, ce qu'on appelle le trio triphasé. Vous avez l'unir, quand vous chantez l'unité dans la paix, donc vous avez l'unité et la paix. Vous avez la solidarité et bâtir la grandeur, c'est-à-dire bâtir les pays plus grands qu'avant. Et puis vous avez la partie qui est la partie d'autosuffisance. Nous devons peupler, d'ailleurs, qui est la partie que nous avons réussi sérieusement, parce qu'on a peuplé le Congo. Et nous avons la liberté, c'est-à-dire que nous devons léguer à la postérité. Quand vous voyez tout ça, c'est ça normalement pourquoi on parle les routes sont à la base, c'est un facteur primordial et fondamental pour booster l'économie de ces pays. Bien, ingénieur Moulaba, à travers tous ces écrits, pourquoi vous insistez beaucoup sur la révision de la classification routière? J'insiste sur parce que la classification routière, une route, quand on la classifie, elle doit avoir une certaine importance. Quand on voit la carte qui est là-bas, l'unique route que nous avions c'est-à-dire présentée à l'extérieur depuis plus de 3 décennies, qu'on appelait transafricaine, c'est le bout qui est en haut là-bas, qui va de Kassindi jusqu'à Kisangani, Bouta, et que nous n'avons jamais réussi à bitumer tel qu'on l'avait promis, plus de 3 décennies. C'est une route qui relie l'Ouganda et qui nous permet d'aller en République centrafricaine, où nous n'avons pas, par rapport à nos priorités, je pense que nos priorités primaires ne sont pas là-bas. C'est ainsi que nous proposons. Quand vous voyez au milieu là-bas, la rouge là-bas, vous voyez la République d'Angola. Vous avez vers la fin là-bas la République de Tanzanie. Vous avez vu, nous sommes au milieu. Et vous voyez maintenant la route en rouge. La route qui est en rouge là. Ça nous permet d'avoir une partie de la nationale numéro 1 à partir de Chikapa, qui va vers Kananga jusqu'à Mbujimaï. Nous avons une partie aussi de la nationale numéro 2 de Mbujimaï jusqu'à Kabinda, jusqu'à Lubao. Mais vers les extrémités, pour entrer maintenant, pour relier les 2 océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien, que vous voyez à Dar es Salaam là-bas. Vous avez la route qui quitte Dar es Salaam, Dodoma, jusqu'à Kigoma, en face de Kalemi. Et nous devions normalement, en principe, faire de cette route de Kalemi, Nyemba, Nyuzu, jusqu'à Lubao, donc la route qui est en rouge, qui permet aussi à partir de Chikapa d'aller vers Kanzaji, vers Sorimo, vers Luanda. C'est la route principale que je propose au moment qu'on appelle ça la transafricaine centrale. Et cette transafricaine, si on arrive à l'ouvrir, je pense que nous ne serons plus encore à des petits budgets. On aura un budget qui permettra de faire face aux besoins de ces grands pays qu'est la République démocratique du Congo. Bien, je crois que nous sommes bien sûr limités par le temps, mais avant, bien sûr, d'arriver à la fin de ce magazine, en quoi ces axes routiers, ingénieur Moulaba, peuvent-ils nous amener à la création d'emplois, puisque nous avons un problème de chômage dans notre pays. Je vous ai parlé que le système de prendre, en ayant chaque villageois, c'est-à-dire chaque famille villageoise comme une entreprise, et organiser chaque village en coopérative. Et dans chaque groupement, nous en avons à peu près 6 000 à travers la République. Et chaque groupement constitue aussi une unité, un incubateur, c'est-à-dire une entité de développement intégré. Vous n'avez qu'à faire des calculs. Donc vous avez en perspective déjà, avec 700 unités valides dans chaque groupement,
vous multipliez par 6 000, vous avez 4 millions d'emplois que vous créez immédiatement. Et puis avec les incubateurs, vous avez une multitude de petits boucangalos que vous avez à proximité et à moins de frais. Parce que Boucangalos lui-même fait, si on en fait 22 comme on avait prévu, avec 5 000, ça vous fait 110 000 emplois. Tandis qu'avec la multiplication des incubateurs, vous êtes à 4 millions d'emplois. Donc, si je vous ai bien compris, à travers cette étude, vous interpellez le gouvernement congolais? Nous demandons, nous prenons, nous donnons notre, contribution, notre expertise pour arriver à aider le pays, parce que nous avons quel âge maintenant? Il faudrait quand même qu'on lègue à la postérité la possibilité de voir ce pays-là dans sa grandeur. Donc il faudrait que les sigles-là qu'on appelle UP, Sobabel, PEL, puissent se réaliser. L'unité, et la solidarité, et ainsi de suite, de façon à ce que ce pays, quand même, que chacun puisse être en mesure de se prendre en charge et que les prochaines législatures, qu'on ne puisse pas aller avoir des gens qui cherchent des jeeps, mais parce qu'ils seront déjà nantis à partir de leur souche. Donc ils auront tout. Et ils iront défendre le pays au Parlement. En conclusion, un mot de la fin peut-être pour terminer cette émission. Ingénieur Moulaba. En conclusion, nous devons espérer. Il y a de l'espoir. Il faudrait, si le pays a connu beaucoup d'histoire, c'est par manque de stabilité politique et juridique, qu'on fasse un effort, qu'on cesse l'esprit de cupidité, mais qu'on se mette ensemble pour... Développement en question. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons vous parler d'un thème très spécial, l'industrie routière, solution pour le redressement économique de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous avons comme invité ce soir, dans le cadre de ce magazine, l'ingénieur Léon Gaston Moulaba, ancien PDG de l'Office des routes. Avec lui, nous allons bien sûr voir l'importance de la route dans le cadre du développement de notre pays. Bonjour, ingénieur Gaston. Bonjour. Oui, je le disais tout à l'heure que nous allons aujourd'hui, avec vous, voir l'importance de la route dans le développement de notre pays. Mais avant tout cela, est-ce qu'à l'intention de nos téléspectateurs, voulez-vous faire un bref aperçu historique de la route congolaise? Merci beaucoup. Je vais aborder l'historique de la route, mais j'aimerais quand même parler des origines de notre pays, qui a connu 6 étapes, dont 3 étapes sont avec une vision d'économie extravertie, et les 3 autres étapes avec à la recherche d'une économie introvertie. Les 3 premières étapes de la création de notre pays, les routes qui existaient à l'époque, c'était des sentiers bâtis par nos ancêtres, qui ont servi pour 2 préoccupations. Oui, quand vous parlez de nos ancêtres, vous parlez des colonisateurs ou nos bien ancêtres, des ancêtres congolais qui sont les premiers à tracer les routes que nous avons aujourd'hui, sous forme de sentiers, et qui ont servi pour 2 préoccupations, la traite pour les Arabes et l'évangélisation avec les anciens missionnaires. Nous avons connu aussi, avec la création de l'État indépendant du Congo, sous l'égide du roi Léopold II, il y a eu la priorité a été surtout, pas sur les routes, mais la priorité était fixée sur la voie d'eau et la voie ferrée. Pourquoi? Parce que pour faciliter l'extraversion de l'économie, il a fallu d'abord qu'ils ont eu comme principe pour construire le pays qu'il fallait normalement utiliser à fond les biefs navigables et les biefs navigables les relier avec les chemins de fer tels que vous voyez sur la carte qui est à gauche là. Ça, c'est concernant l'État indépendant du Congo. Avec tout ce qui s'est passé
sur base du rapport de M. Casemate, Roger Casemate, parce qu'il y a eu l'exploitation du caoutchouc et on en a abusé par les premiers explorateurs qui ont amputé les mains des Congolais. Il y a eu ce on devait appeler à cette époque-là les génocides. Ça a entraîné à ce que Léopold II passe l'éponge à la Belgique. Et le Congo est devenu la colonie de la Belgique. Les routes ont été normalement à ce moment-là au programme parce qu'il fallait maintenant développer et instaurer l'administration. Et construire des hôpitaux, ainsi de suite, tout ce qui était social, pour essayer de corriger les erreurs du roi Léopold II. C'est ainsi qu'en 1920, les premières routes ont été construites sur base, en améliorant les sentiers battus par nos ancêtres. Parce que M. Devreau, qui est le premier ingénieur qui a tracé les routes, il les a tracées par la méthode IMO, c'est-à-dire en utilisant la grande masse de la population congolaise sur base de chicottes pendant 29 ans. Oui, c'est déjà la colonie, en 1920. Oui, en 1920, oui, jusqu'en 1949, oui. Les routes ont été tracées à la main, par la méthode IMO, donc de la haute intensité de la main-d'œuvre. Ce n'est qu'en 1949 qu'il y a eu le premier plan décennal, 49-59, et il y a eu l'introduction maintenant de la mécanisation dans la construction des routes. Et il y a eu maintenant un programme de modernisation des routes. Les Belges en ont construit 1654 km jusqu'en 1960. Et maintenant, dans la partie après l'indépendance, la première République s'est apaisantie beaucoup sur la création des grandes écoles. Les routes étaient en veilleuse. La deuxième République en a construit 1600 km de routes bitumées. Et pour endormir 2000 vers les années 90 avec la longue transition qui en a bouffé, c'est-à-dire on a détruit plus de 2000 km. Et la Troisième République est en train de reconstituer les routes. Bien, si je vous ai bien compris, ingénieur, vous êtes en train d'écrire, et aujourd'hui, nous prenons le thème que nous avons pour ce soir, dans le cadre de ce magazine Développement en question, industrie routière, solution pour le redressement économique de notre pays. Qu'est-ce que vous entendez par là, ingénieur Moulaba? C'est simple, parce que la vision actuelle est d'introvertir l'économie. L'ancienne structure des routes était axée vers la métropole, c'est-à-dire qu'il fallait favoriser l'économie extravertie. Maintenant, nous devons introvertir. Or, l'introversion de cette économie exige à ce que nous puissions réouvrir toutes les routes à l'intérieur du pays, qui est profiter de l'état d'esprit que les Congolais ont maintenant, de manière à ce que le Congo profond soit désenclavé. Et pour cela, il y a 5 couloirs économiques. Les routes qui constituent les couloirs économiques, il y en a 5. Nous avons les couloirs donc la route qui relie l'océan Atlantique au centre du pays, du centre du pays vers le sud, en allant avec Kasumbalesa vers l'Afrique australe, pour aller atteindre... Est-ce qu'on peut voir ça sur les images? Oui. Sur les images, vous voyez, est-ce qu'on peut nous donner la carte routière? Oui, c'est là. Okay. Elle est là. Quand on voit vers le sud, vous voyez en noir, là, vous avez la route qui va de gauche jusqu'au centre. C'est la nationale qu'on appelle la nationale numéro 1, qui constitue le couloir numéro 1 et qui, à ce jour, a presque la totalité de financement pour l'asphaltage. Je pense d'ici 3 ans, d'ici que les gens iront facilement jusqu'à Kananga sans problème. Parce que ce qui se passe actuellement entre Chikapa et de part ou d'autre de Chikapa qu'on est en train d'asphalter, et d'ici peu, ça sera chose faite. Vous avez aussi la partie de Kananga, en passant par Mbujimai, Mweneditu, Kamina, en allant jusqu'à Lubumbashi, Kasumbalesa. Ça, c'est la fin du couloir qui constitue la nationale numéro 1. Vous avez le deuxième couloir qui part de Mbujimai, qui passe par Kabinda, qui remonte vers Kasongo vers Bukavu, et qui termine jusqu'à Beni, en passant par Butembo. Ça, c'est le couloir numéro
Numéro 2, dont je propose qu'on continue, parce que au lieu de s'arrêter à Beni, que ce couloir porte toujours le numéro 2 jusqu'à Bunia Mahagi. Et puis vous avez le couloir numéro 3 qui relie les grands lacs au fleuve Congo, c'est-à-dire de Bukavu à Kisangani. Vous avez le couloir numéro 4 qu'on appelle à ce jour la transafricaine. Ça prend la partie nord, ça part de Kampala, c'est-à-dire de Kasindi, Beni, et ça remonte vers Komanda, ça part par Kisangani, Buta, Bondo, jusqu'à Bangassou en République centrafricaine. Et qui a une bretelle aussi à partir de Doulia qui passe par Aketi, Bumba, Lissala, et qui passe par Gemena, Zongo. Ça, c'est la bretelle numéro 6. Vous avez aussi les couloirs qui prend Mbandaka, Inongo et qui ressort vers Bandundu, vers Kolokoso à 16 km de Kenge. Ça, c'est la nationale numéro 9. Voilà les grands couloirs qui regorgent les couloirs économiques qui sont construits par des routes. Or, quand je parle de routes, j'intègre aussi la portion agro-pastorale. Qu'est-ce que vous entendez par agro-pastoral entre les routes et l'agro-pastoral? L'agro-pastoral, oui. C'est l'agriculture qui est intégrée, y compris l'agriculture, la pêche et tout ça. C'est-à-dire, quand on trace la route, il faut gérer aussi ce qu'on appelle les collatéraux. Il ne faut pas ouvrir une route pour aller seulement à une destination, mais il faudrait que tout ce qui est les dépendances de la route, y compris les collatéraux, soient gérés. Pour la gestion de ça, il faudrait normalement qu'on arrive à créer des incubateurs. Des incubateurs qui sont chargés de transformer le produit que les structures villageoises arrivent à produire. C'est de cette façon-là qu'on peut normalement booster l'économie de ces pays. Et booster l'économie du pays, cela veut dire te transformer dans l'idée qui était en 1958, qui était l'idée coloniale, arriver à transformer chaque famille villageoise en une entreprise. Et chaque village a une coopérative villageoise. Et dans chaque groupement, comme on en a à peu près 6 000, et chaque groupement doit normalement abriter un incubateur, c'est-à-dire une industrie de transformation des produits de proximité. Et que comme à l'instar, la façon dont le Congo a été battu, parce qu'on n'invente pas la roue, il faut utiliser les possibilités que les colonialistes ont utilisées pour bâtir ce pays. Ce n'est pas pour rien que quand nous avons chanté l'hymne national en 60, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme projet de société, c'est l'hymne national qui regorge tout ce qu'on peut avoir comme projet de société viable dans ça. Parce que dans l'hymne national, qu'est-ce qu'on a? On a 6 points qu'on cite là-bas. Et quand les 6 points peuvent être combinés en 3, ce qu'on appelle le trio triphasé. Vous avez l'unir, quand vous chantez l'unité dans la paix, donc vous avez l'unité et la paix. Vous avez la solidarité et bâtir la grandeur, c'est-à-dire bâtir les pays plus grands qu'avant. Et puis vous avez la partie qui est la partie d'autosuffisance. Nous devons peupler, qui est la partie que nous avons réussi sérieusement, parce qu'on a peuplé le Congo. Et nous avons la liberté, c'est-à-dire que nous devons léguer à la postérité. Quand vous voyez tout ça, c'est ça normalement pourquoi on parle les routes sont à la base, c'est un facteur primordial et fondamental pour booster l'économie de ces pays. Bien, ingénieur Moulaba, à travers tous ces écrits, pourquoi vous insistez beaucoup sur la révision de la classification routière? J'insiste sur parce que la classification routière, une route, quand on donne, on la classifie, elle doit avoir une certaine importance. Quand on voit la carte qui est là-bas, l'unique route que nous avions, c'est-à-dire présentée à l'extérieur depuis plus de 3 décennies, qu'on appelait transafricaine, c'est le bout qui est en haut là-bas, qui va de Kasindi jusqu'à Kisangani, Buta, et que nous n'avons jamais réussi à bitumer tel qu'on l'avait promis, plus de 3 décennies. C'est une route qui relie l'Ouganda et qui nous permet d'aller en République centrafricaine, où nous n'avons pas, par rapport à nos priorités, je pense que nos priorités primaires ne sont pas là-bas. C'est ainsi que nous proposons
Quand vous voyez au milieu là-bas, la rouge là-bas, vous voyez la République d'Angola. Vous avez vers la fin là-bas la République de Tanzanie. Vous avez vu, nous sommes au milieu. Et vous voyez maintenant la route en rouge. La route qui est en rouge là. Ça nous permet d'avoir une partie de la nationale numéro 1 à partir de Chikapa, qui va vers Kananga jusqu'à Mbujimaï. Nous avons une partie aussi de la nationale numéro 2 de Mbujimaï jusqu'à Kabinda, jusqu'à Lubao. Mais vers les extrémités pour entrer maintenant, pour relier les deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien, que vous voyez à Dar es Salaam là-bas. Vous avez la route qui quitte Dar es Salaam, Dodoma, jusqu'à Kigoma, en face de Kalemi. Et nous devions normalement, en principe, faire de cette route de Kalemi, Nyemba, Nyuzu, jusqu'à Lubao, donc la route qui est en rouge, qui permet aussi à partir de Chikapa d'aller vers Kanzaji, vers Sorimo, vers Luanda. C'est la route principale que je propose au moment qu'on appelle ça la transafricaine centrale. Et cette transafricaine, si on arrive à l'ouvrir, je pense que nous ne serons plus encore à des petits budgets. On aura un budget qui permettra de faire face aux besoins de ces grands pays qu'est la République démocratique du Congo. Bien, je crois que nous sommes bien sûr limités par le temps, mais avant, bien sûr, d'arriver à la fin de ce magazine, en quoi ces axes routiers, ingénieur Moulaba, peuvent-ils nous amener à la création d'emplois, puisque nous avons un problème de chômage dans notre pays. Je vous ai parlé que le système de prendre, en ayant chaque villageois, c'est-à-dire chaque famille villageoise comme une entreprise, et organiser chaque village en coopérative. Et dans chaque groupement, nous en avons à peu près 6 000 à travers la République. Et chaque groupement constitue aussi une unité, un incubateur, c'est-à-dire une entité de développement intégré. Vous n'avez qu'à faire des calculs. Donc vous avez en perspective déjà, avec 700 unités valides dans chaque groupement, vous multipliez par 6 000, vous avez 4 millions d'emplois que vous créez immédiatement. Et puis avec les incubateurs, vous avez une multitude de petits boukangalos que vous avez à proximité et à moins de frais. Parce que Boukangalos lui-même fait, si on en fait 22 comme on avait prévu, avec 5 000, ça vous fait 110 000 emplois. Tandis qu'avec la multiplication des incubateurs, vous êtes dans 4 millions d'emplois. Donc, si je vous ai bien compris, à travers cette étude, vous interpellez le gouvernement congolais. Nous demandons, nous donnons notre expertise pour arriver à aider le pays, parce que nous avons quel âge maintenant? Il faudrait quand même qu'on lègue à la postérité la possibilité de voir ce pays-là dans sa grandeur. Donc il faudrait que les sigles-là qu'on appelle UP, Sobabel, PEL, puissent se réaliser. L'unité, et la solidarité, et ainsi de suite, de façon à ce que ce pays, quand même, que chacun puisse être en mesure de se prendre en charge, et que les prochaines législatures, qu'on ne puisse pas aller avoir des gens qui cherchent des jeeps, mais parce qu'ils seront déjà nantis à partir de leur souche. Donc ils auront tout. Et ils iront défendre le pays au Parlement. En conclusion, un mot de la fin peut-être pour terminer cette émission. Ingénieur Moulaba. En conclusion, nous devons espérer. Il y a de l'espoir. Il faudrait, si le pays a connu beaucoup d'histoire, c'est par manque de stabilité politique et juridique, qu'on fasse un effort, qu'on cesse l'esprit de cupidité, mais qu'on se mette ensemble pour